bien longtemps, grâce à Sésame, ouvre-toi, les portes du trésor s'ouvraient pour Ali Baba, avec cette formule magique devenue universelle. La réalité du monde d'aujourd'hui est bien loin des contes des mille et une nuits d'hier. Les portes et les frontières se ferment désormais pour toutes celles qui rêvent d'un ailleurs meilleur. Obtenir le précieux sésame devient un parcours parsemé d'obstacles souvent infranchissables. À travers un itinéraire diamétralement différent, deux femmes se racontent et livrent leur combat pour plus de liberté, de sécurité et de respect. Mon histoire au Maroc, moi j'étais une fille qui vit en normal avec mes parents, et 6 filles et un garçon. On vit normal, mon père il travaille, maman elle est à la maison. Moi j'ai étudiant, je suis mariée à 15 ans, mais mon mari il n'était pas bien. J'ai mal tombé avec un homme qui frappe, qui maltraitait tout le temps. Et j'ai tombé enceinte, j'ai fait un garçon. Après, j'ai décidé de divorcer. J'ai changé ma vie, quoi. J'ai décidé de venir ici. En fait, ce n'est pas une décision, mais quand je vois l'image de la femme divorcée au Maroc, un peu, n'est pas bien. En fait, j'ai un enfant en plus, il a besoin de faire sa vie, il a besoin de beaucoup de choses. Et j'ai marié avec un homme de Belgique, d'origine marocaine. Il a ramassé les papiers ici, il est venu au Maroc, à Tanger. Et moi aussi, j'ai fait des papiers. On a fait l'acte de mariage. Ce n'est pas un rêve, mais pour le petit, je peux faire tout ce qu'il veut pour vivre bien. Et changer la situation de moi aussi. Dans mon pays, je suis née d'une famille de plusieurs enfants. On était à 6. Et le père de ma fille était parti, il m'avait laissé avec l'enfant. Et comme la situation était difficile pour moi, j'ai eu un copain, on vivait ensemble, on louait une maison. Moi, je savais que c'était un commerçant, il faisait des voyages de navettes dans d'autres capitales et aux provinces. Or, derrière le marchandise il cachait des trucs qui n'étaient pas légaux, disons. Un jour, il m'a appelé pour me dire, je vais envoyer des colis avec un ami, tu vas les recevoir au parking. Et je suis allée retirer le marchandise. J'ai loué une camionnette, j'ai rempli les camionnettes avec le marchandise. En partant, on s'est croisé avec le patrouille. Les patrouilles, ce sont des polices qui font des contrôles de marchandises, des trucs comme ça. En ouvrant un sac de marchandises, il a vu qu'il y avait des armes à l'intérieur et des trucs militaires. Il a dit, ah, c'est pour cela, madame, vous ne voulez pas me donner, vous savez ce qui était à l'intérieur. J'ai dit, non, je suis innocente, c'est mon copain qui l'a tout envoyé. On m'a demandé, explique-toi, madame, pourquoi on a retrouvé des trucs comme ça. Vous étiez au courant du commerce de votre compagnie? J'ai dit non, je ne suis pas au courant. Mon sentiment avant, quand je prends la route, moi j'étais bien, plein de confiance, plein de la joie. J'étais très contente de venir voir la Belgique. Et faire une deuxième vie On est arrivé ici le 29 de 2009. Pour le premier jour, j'étais bien, j'étais content. Voilà, je suis venue chez ma sœur, je vois la maison de ma sœur, les enfants, la vie comment elle est. J'ai vraiment senti bien et tout va bien. Je suis contente, j'ai rien sentiment de changement de la place. Mais quand on a pris la route pour retourner à Bruxelles, et je suis ici à Bruxelles, aussi j'ai laissé le petit, parce que le petit, il veut rester avec ma sœur, là-bas avec les enfants. J'ai inscrit à Charleroi. Ma sœur, elle m'a dit comme ça, il va vite apprendre le français, tout ça. Et quand j'ai pris la route jusque moi et mon mari, quand on est venu à Bruxelles,
Vraiment, j'ai senti mal, j'ai envie de retourner chez ma sœur et mon fils. Vraiment, je n'étais pas bien. J'avais un oncle, il avait un peu de connaissances, il a regardé mon dossier, il a dit, ton cas là, vraiment, je vois vraiment, tu vas aller en prison. Je vais te faire fuir, tu vas aller n'importe où, mais l'essentiel, tu quittes ce pays, tu dois te réfugier n'importe où. On est venu jusqu'à l'aéroport, je suis passée. J'ai laissé ma fille chez une amie, j'ai dit mon oncle va s'occuper d'elle. Et je suis venue. Donc je venais, j'avais crainte parce que je ne savais pas d'où je viens, d'où je pars. Je ne connaissais pas la Belgique, je n'avais pas la famille ici en Belgique. On m'a dit, pars seulement là-bas, quand tu arrives, tu sauras ce que tu peux faire parce que c'était le seul moyen de me réfugier. C'est comme ça que je suis venue en Belgique. C'était la Belgique parce que les documents qui m'ont permis à voyager, c'était un passeport belge. C'est pour cela que c'était la Belgique. Si on avait trouvé notre passeport de n'importe quel pays, j'allais aller à ce pays-là. On peut dire qu'il y a deux situations, parce qu'il y a certainement une multitude de situations et de raisons qui vont pousser les personnes à arriver en Belgique. Il y a des situations où on craint pour sa vie et que la seule solution possible pour pouvoir rester en vie, ça va être de quitter son pays d'origine. Et dans ces situations-là, même si la situation peut être difficile en Belgique, dans l'accès à un séjour, mais aussi dans l'accès aux droits, dans l'accès à une vie digne en Belgique, ça peut être compliqué, il peut y avoir des obstacles, mais quand on craint pour sa vie dans son pays d'origine, il n'y a pas photo, on prendra cette option-là. Première fois, comme j'ai peur, je ne sais pas c'est quoi, je vais trouver quoi ici à Bruxelles, comment la vie, comment tout ça. Ici à Bruxelles, j'ai entendu il y a beaucoup de monde. Tout seul aussi, moi, je n'arrive pas à rester tout seul. La place que je suis tout seul, je n'aime pas. Même mon mari, il est là, je sais qu'il va sortir, mais je n'aime pas rester ici. Je vais toujours retourner chez ma sœur et mon fils. Dans les situations où on est un peu plus en mesure de choisir, c'est pas toujours directement son choix, mais quand il y a un minimum de choix ou de décision à prendre de partir, c'est sûr que la réalité en Belgique, quand on vient sur base d'un visa ou qu'on obtient un titre de séjour, elle est de plus en plus compliquée, et ça certainement depuis une dizaine d'années, voire plus. On a ajouté des conditions supplémentaires, on a précarisé de plus en plus le séjour des personnes en Belgique, et donc c'est sûr que la vie d'une personne étrangère avec un titre de séjour en Belgique, c'est pas une sinécure. Une fois venu en Belgique, dès qu'on te laisse passer, tu sors de l'aéroport. N'importe quel bus tu vas prendre, n'importe quel moyen de transport, tu montes. Ce qui m'avait dit, ta priorité est que de sortir de l'aéroport. C'est comme si on a jeté un bébé dans le désert. Je ne savais pas où j'irais, ou qu'est-ce que je pouvais faire. J'étais attentive à mes oreilles d'écouter la langue, quelqu'un qui va parler français, de m'approcher d'elle ou de lui. Du coup, j'ai écouté une dame. Je me suis présentée. Je viens de l'Afrique, mais je ne sais pas où y aller. Je suis comme ça, je ne sais pas. C'est là que la dame m'a présenté l'office d'étranger. Elle m'a ramené, elle m'a montré cela. La Belgique n'est plus du tout une terre d'accueil. La seule façon actuelle d'obtenir des papiers, et c'est la source de beaucoup de problèmes personnels, c'est le regroupement familial. Donc en fait, si je devais résumer la situation de façon caricaturale, pas de mari, pas de papier.
Pas de femme, pas de papier. Donc seul le mariage, la cohabitation légale ou le fait d'avoir un enfant avec un partenaire qui est lui-même belge ou européen permet d'acquérir ce fameux sésame qui est le titre de séjour en Belgique. Donc en fait, une bonne part de mon activité consiste à détromper les gens dans leurs espérances, donc en leur disant qu'ils ont été induits en erreur et qu'on leur a promis la lune. Notamment des regroupements familiaux élargis avec les frères et sœurs, les cousins et cousines, les neveux-nièces, les oncles et tantes qu'on fait souvent venir d'Espagne, de Hollande ou d'autres pays limitrophes dans l'espoir assez illusoire d'obtenir un titre de séjour en Belgique. À l'entrée des gens, on s'est présenté, on a donné les noms et puis on nous a accueillis, on nous a donné une place là, c'est une grande salle, on était resté à l'intérieur et puis on a commencé à appeler par rapport aux noms. Quand on t'appelle, tu pars, on met tes empreintes, c'est là maintenant, on va te demander pourquoi tu es venu en Belgique, comment tu es venu en Belgique. Bon, j'ai expliqué pourquoi je suis venu en Belgique, tout ça. Après la procédure avec l'Office étranger, ils m'ont donné des tickets des trains. Ils m'ont donné un schéma et le nom de la ville, le nom de la gare, l'adresse. Ils m'ont dit, madame, tu dois aller à cette adresse. C'était le fait d'asile. Là, c'est un centre. Ils m'ont un peu expliqué, tu vas être logé là-bas. Et puis, tu vas là-bas, tu sauras tout ce que ça va se passer après. Quand je suis arrivée au centre, à l'accueil, on m'a accueilli, le portier a ouvert, on m'a accueilli, on m'a dit va d'abord te laver. Et puis je suis passée au bureau des assistants. Il y a un assistant qui m'attendait, il a dit moi je suis ton assistant, j'ai oublié son nom. Comme tu viens d'arriver, demain on va se voir à telle heure. Ici c'est des réfectoires, tu peux aller manger à telle heure. Ils m'ont donné les règlements maintenant. Et le lendemain, je suis allée voir l'assistant, je lui ai encore expliqué. Il m'a commencé à me dire la procédure, maintenant ça va se passer. En fait, voilà, je vois que mon mari ne bouge pas, il est là à la maison, qui est au chômage. Il réveille la nuit, il dort le jour. J'ai essayé d'adapter comme ça ne va pas. Après, en 2010, j'ai décidé de prendre mon fils, il vit ici avec moi. Chaque fois, mon fils rentre, le père il dort encore, ça ne marche pas avec moi. J'ai essayé de changer. J'ai parti travailler, j'ai travaillé, je cherche le travail. Et lui, en chômage, il dit, oublie, si tu veux travailler, tu ne vas pas déclarer ton plein. Tu vas travailler que, par exemple, 2 heures pour la fiche de paye. Tout le temps, elle est moins de 600 €. Pour lui, tout le temps, le chômage, il reste la même. Ce dont on se rend compte, c'est qu'il y a évidemment, par rapport à l'arrivée en Belgique, une attente et un projet, en dehors du projet de mariage en tant que tel et de former une famille. Il y a évidemment souvent un projet de mener une vie différente, en tout cas de celle que les femmes avaient dans le pays d'origine ou que leurs familles ont dans les pays d'origine. Moi, j'ai énormément de personnes non familiales qui sont en détresse parce qu'elles ont fait un mariage malheureux. Donc, elles sont venues du pays, elles avaient une situation et puis elles tombent sur un mari alcoolique ou violent ou abuseur ou qui refuse d'enregistrer son mariage à la commune, donc, ou qui est capable de faire vraiment toutes les crasses qu'on peut imaginer. Dans tous ces cas, la personne demande avant tout à être débarrassée de ce conjoint.
avec un prix à payer qui est qu'elle risque de perdre ses papiers. Donc il y a toujours, elle est partagée entre deux enjeux, c'est sauver son séjour ou se sauver elle-même. Donc on doit à ce moment-là arbitrer dans ces situations, essayer de conseiller les gens pour voir ce qu'ils doivent faire. Il y a des femmes qui arrivent avec un projet de poursuivre des études ou reprendre des études ou de travailler. Et souvent, on se rend compte que ces attentes-là ne sont pas celles forcément de la personne qui les a fait venir. Quand il s'agit, donc je parle spécifiquement du regroupement familial, quand il s'agit de rejoindre un mari, on se rend compte que souvent le mari avait des attentes différentes de celles de son épouse. Et quand les deux personnes se rencontrent ici et commencent à mener une vie commune ici, il y a une situation qui peut être très vite tendue et très vite explosive parce que très rapidement, les deux partenaires vont se rendre compte qu'ils ne sont pas du tout sur la même longueur d'onde. Il y a des problèmes, beaucoup de problèmes pour l'argent. Il y a les juges, les justices qui viennent pour des dettes de lui. Il y a des polices qui viennent pour voir, il y a des choses à la maison qui notent. Moi, je ne sais pas c'est quoi ça. J'ai commencé à chercher c'est quoi. Après, je vois qu'il a des dettes de 20 000 € pour les problèmes des amendes et tout ça. J'ai donné le permis, il a fait l'assurance à mon nom. En fait, après, j'ai beaucoup de problèmes, moi, avec la police, avec le tribunal. Chaque fois, je suis là. J'ai essayé de ranger le problème. Ça ne va pas arranger, il ne veut pas changer. Le point commun, je dirais, de ces femmes-là, avec leur parcours très différent, c'est qu'après leur arrivée en Belgique, souvent, elles nous disent qu'elles ont découvert leur mari réellement en Belgique, qu'elles ne s'attendaient pas à cette situation-là. Souvent, elles vont nous dire si j'avais su, j'aurais pas quitté ma famille, mes amis, mon travail, mes études, pour arriver ici et être prisonnière de cette situation de séjour et être prisonnière parfois d'un mari qui est violent. À FEDASIL, j'ai resté là-bas presque 6 mois, mais ce n'était pas facile. J'étais obligée de m'adapter. Donc là-bas, dans le centre, pendant mes 5 mois et demi, j'ai commencé à faire les cours de néerlandais. On nous avait proposé des petits travails là, comme des plonges, des restaurations. J'ai aussi fait ça, mais c'était difficile pour moi, je ne savais pas, je n'avais pas contact avec mon oncle, avec ma fille. C'est ce qui m'inquiétait beaucoup, j'avais plus peur de ma fille, comment elle est restée, comment je l'avais laissée, qu'est-ce qu'elle va devenir à la longue, comment je dois retourner chez moi, est-ce qu'un jour on pourrait encore se revoir. J'avais plus beaucoup de questions, comment était la situation là-bas. C'était pas facile pour moi là-bas aussi au centre, mais j'étais obligée. J'étais obligée parce que je ne savais pas où y aller, donc je n'avais personne. Il devrait y avoir un gros travail de pédagogie qui soit fait dans les pays concernés pour dire attention, vous pouvez vous renseigner auprès du service juridique du consulat, etc., plutôt que de venir s'entasser dans un piège qui est sans esprit de retour, si vous voulez, sans possibilité de faire machine arrière. Donc les personnes qui perdent leur situation dans leur pays et qui viennent dans un pays dans lequel elles n'ont aucun droit, en fait, ce qu'elles font, c'est qu'elles lâchent la proie pour l'ombre. Donc elles sont victimes d'une illusion. Chaque fois, il y a des voisins qui m'appellent, il y a des polices qui sont là pour... ils ont sorti voir qu'il y a ça parce qu'ils ne payent pas les amendes. Après, moi, je vois, il y a des amendes à mon nom aussi. Je commence à payer chaque fois un petit peu. Ça aussi, c'est livré. Je sais qu'est-ce qui se passe. Je sais. Il m'a pas, en plus, il ne va jamais donner la clé de la boîte aux lettres. J'ai pris la clé de la boîte aux lettres et je sais qu'est-ce qu'il y a dans la boîte aux lettres. Quand je ne comprends pas un papier et quoi, je prends la lettre et je pars chez ma soeur et voir qu'est-ce qui se passe. Mais avant, je ne sais pas c'est quoi une boîte aux lettres. Ils ne donnent pas même pas la boîte. Je ne sais pas il y a quoi dedans. Même il y a des amendes à mon nom, mais ils ne donnent pas à moi.
Comme ça, je ne vais pas parler, je ne vais pas dire quelque chose. Mais c'est pour ça, moi, tout le temps, si il me demande quelque chose, je donne. Comme le permis, je donne. Parce que c'est lui qui m'a fait au Maroc. Tu vois, tout le temps, c'est lui qui fait un rappel. Un rappel, voilà, j'ai fait ça pour toi, je fais pour toi, je fais pour toi. On a certaines situations où il y a véritablement une situation de violence conjugale, physique ou psychologique, mais on a aussi des situations où les personnes se rendent compte qu'elles sont dans une situation de dépendance. Donc le regroupement familial, en tant que tel, il crée une dépendance de l'épouse vis-à-vis de son mari, puisque cette épouse, elle a l'obligation de rester, de vivre en famille avec son conjoint pendant 5 ans. Et donc souvent, ça crée des tensions, ça crée du chantage au papier. L'époux qui va régulièrement menacer de renvoyer la personne dans son pays d'origine si elle ne fait pas telle ou telle chose. Et donc très souvent, on va rencontrer des femmes qu'on va informer. On va informer la personne de ce cadre-là, du principe qui est celui de vivre en famille pendant 5 ans, mais aussi des possibilités de sortir de cette situation-là, de ne plus dépendre pour les papiers de son conjoint. Ici au centre, on m'avait déjà dit tu ne peux pas rester beaucoup de mois ici. On m'a trouvé une maison sociale à Brashkant, côté d'Anvers. Je suis allée là-bas. Au centre, déjà, on m'avait donné un avocat brodero, un flamand, qui me suivait. Quand je suis allée aussi, j'ai fait l'interview avec lui aussi pour lui expliquer aussi mon cas. Je ne logeais pas seule dans la maison. On partageait la cuisine, la toilette, le salon, juste les chambres, c'était à chacun. On vivait à 3. C'est là aussi que j'ai eu mon permis de travail. À Anvers déjà, à Brashkant, comme j'ai commencé un peu à m'adapter ici en Belgique, je fais mes cours d'intégration. Quand j'ai trouvé le travail avec un peu d'argent que j'ai commencé à gagner et l'argent qu'on nous payait dans la maison sociale, ça m'a permis de un peu rechercher les réseaux si je pourrais avoir contact avec ma fille. Quand j'ai eu contact avec mon oncle, c'est là qu'il m'a expliqué que ma fille était à danger aussi à cause de ma disparition. Ta fille va venir, je vais faire comme j'avais fait pour toi. Les personnes viennent en Belgique en croyant à des miracles, en croyant aussi que la Belgique est un Eldorado, ce qui est faux. Donc on est dans un pays en crise. Maintenant, nous sommes malgré tout dans un pays de cocagne, donc où les gens vivent bien. Et donc il est impossible d'inverser la tendance. Après les vagues d'immigration des années 60 et 70, après le premier choc du pétrole, les frontières ont été officiellement fermées en 1974 pour le travail. J'avais 14 ans. J'écoutais à la radio, on disait c'est la crise, j'en ai 59, c'est toujours la super crise. Et donc il y a actuellement près d'1 demi-million de chômeurs complets indemnisés en Belgique. C'est la raison pour laquelle les frontières n'ont jamais été rouvertes pour le travail, sauf dans des exceptions rarissimes. Donc comme vous le voyez, les lois se sont très fort durcies. En 2008, pour avoir droit à un séjour définitif, il fallait simplement cohabiter 6 mois avec son conjoint. La loi a été changée en 2008, elle est passée à 2 ans. Elle a été changée en 2011, c'est passé à 3 ans. Elle a changé en 2013, on est passé à 5 ans. Donc on n'arrête pas de compliquer les choses, outre les enquêtes sur les mariages avant, pendant, après, pour vérifier s'il ne s'agit pas d'un mariage de complaisance. Avant, quand je change la carte de 3 ans et 1 jour, je suis sentir libre, pas beaucoup libre, mais comment je suis à l'aise. Je peux répondre, je peux dire non, je peux dire j'accepte les choses, il y a des choses que je n'accepte pas. Comment je vais ouvrir mes yeux un peu, je vois les choses qui sont bien, qui ne sont pas bien. Je rencontrais aussi des gens qui me disent ça, sinon ça ne peut pas faire ça, il ne faut pas donner ton permis, il ne faut pas signer des papiers comme ça, il ne faut pas... Je commence à dire non. Quand j'ai changé la carte, voilà, je sentais un peu libre. Parce que ce n'est pas que moi, j'ai aussi responsabilité de mon fils. C'est ça la liberté, j'ai libré de lui. Comment je sentir, je peux faire quelque chose, je peux dire non. Ça, non. Je peux aller louer la voiture à mon nom, je dis non. Je peux faire ça, je dis non.
Si tu n'es pas aimé, tu peux retourner chez ta maman. Ça y est, comme j'en sentir, je suis capable de continuer, de faire ma vie en plus. Je peux payer mon loyer, je peux faire des courses, je peux faire beaucoup de choses. En 30 ans, quand ma fille est venue, j'avais toujours des ordres d'équité avec l'asile, la demande d'asile. Ils avaient tout refusé, ils ont clôturé, la vie était devenue difficile. J'étais obligée de quitter la maison sociale, mon travail était arrêté. Je n'avais plus aucun droit à rien, à part l'aide médicale et l'école de l'enfant. Maintenant, je ne savais pas où y aller. Avec un peu d'argent que j'avais quand j'ai travaillé, j'ai cherché un avocat privé. On a essayé de faire des demandes de régularisation pour moi d'abord. C'était toujours des rejets, des ordres d'équité. J'ai souffert, j'ai commencé à habiter chez les amis. Je ne savais pas encore qu'il y avait un SAMU social ici à Bruxelles qui logeait les gens. Donc j'ai vécu toutes ces étapes. Je manquais à manger, j'ai parti prendre des colis alimentaires pour nourrir ma fille. Et moi, des fois, il y a des dates expirées. Tu n'as pas le choix, tu dois prendre. Je manquais des abonnements, je marchais à pied. Je faisais des kilomètres à pied pour accompagner ma fille à l'école, pour revenir et pour aussi pour mes cours. Parce que je suis une genre de personne, je n'aime pas rester main close comme ça. J'aime être indépendant, j'aime chercher vraiment, j'aime pas rester comme ça, j'aime faire comme étudier, j'aime bien être intégrée, c'est ça. Le système et la loi actuelle veut ça, il faut se battre pour l'avoir, il faut se battre pour le maintenir aussi et à tout moment prouver qu'on est toujours bien dans ce cadre-là, qu'on veut travailler, qu'on veut s'intégrer, qu'on veut... Et c'est une pression constante sur les personnes pendant longtemps. Avec un risque à tout moment de se voir retirer le séjour. Et ça, je pense que les personnes n'en sont pas forcément conscientes, mais s'en rendent compte très vite une fois qu'elles sont arrivées en Belgique. La réalité des personnes qui vivent en séjour clandestin est une réalité que tout le monde devrait connaître, dont tout le monde devrait être informé, dont les autorités politiques sont parfaitement averties, mais on ferme les yeux là-dessus. On ferme les yeux parce qu'il y a une économie parallèle, parce qu'il y a des secteurs entiers de l'économie qui ne fonctionnent que grâce au travail au noir, et qu'en fait, on s'accommode très très bien de la présence de ces 100 ou 150 000 clandestins en Belgique. Donc en fait, on nie le problème, on met la poussière sous le tapis, on fait comme si ça n'existait pas. Mais à l'échelle des individus, il y a énormément de drames individuels. Les personnes qui sont incapables d'avoir des contacts avec leur famille dans leur pays parce qu'elles n'ont aucune liberté de voyager, c'est déjà un drame. Les personnes qui sont venues avec plein d'espoir et qui en sont réduites à faire des petits travaux pour survivre, ce n'est pas ça dont elles avaient rêvé. Alors finir par devoir tomber dans les bras d'un inconnu pour régulariser sa situation, en tant que tel, c'est un sort dont personne ne voudrait s'il avait le choix. Donc il y a beaucoup de situations auxquelles on est, on est réduit à défaut d'avoir la moindre liberté de choix. Et ce qui est un drame, c'est que voilà, la vie humaine supposerait qu'on ait la liberté de poser ses choix. On a fait les recours et jusqu'à maintenant, on attend les recours. Mais c'est difficile pour le moment. On vit au SAMU social. Donc c'est un centre d'hébergement. Il y a des délais. Des fois, ils peuvent vous dire on va fermer les centres. Donc vous serez obligé de quitter. Maintenant, je me demandais, ma fille travaille bien à l'école. À l'école, elle est toujours parmi les 3 premiers. Comment je veux faire avec ma fille? Plus mon souci était plus pour ma fille. Pour moi-même, j'étais déjà dit bon. Ça va, je suis déjà grande, je peux surmonter les épreuves parce que j'ai beaucoup surmonté. Mais ma fille, elle ne sait rien. Elle n'a pas de souvenirs de notre pays. Elle a plus de souvenirs d'ici, de sa scolarité, de ses copines. Le monde est injuste pour elle. Donc, c'est comme si le monde ne les considère pas, tu vois. C'est pas facile vraiment. J'ai la capacité, j'ai la volonté de travailler, j'ai la volonté d'être indépendante, mais
C'est dû au manque de papier, donc je suis obligée de supporter des situations. Mais pour le moment, malgré que je n'ai pas encore eu le papier, malgré que je n'habite pas chez moi, malgré que je suis encore au centre, mais je ne baisse pas les bras, je suis toujours active.